Du groupe du Cameroun, nous parlons de la Suisse, de la Serbie ou encore du Brésil. C'est dans cet ordre que les Lions indomptables d'ailleurs affronteront leurs différents adversaires et nous allons logiquement démarrer par le tout premier adversaire du Cameroun dans cette compétition, bien sûr, c'est la Suisse. La Suisse que le Cameroun affrontera le 24 novembre prochain. Alors avec vous, Yvan Kamoa, on a vu, on va le dire, un enthousiasme autour de cette rencontre. Nous l'avons au sortir d'ailleurs de la rencontre amicale entre la Suisse et le Ghana. Certains se disaient, ah oui, si la Suisse s'est faite battre par le Ghana, forcément c'est un adversaire à la portée du Cameroun. Quel est votre regard sur ce premier adversaire des Lions indomptables du Cameroun en Coupe du Monde? Il ne faudra pas se fier au score du dernier match amical de la Suisse face au Ghana, parce que déjà l'effectif du côté de la Suisse, l'encadrement technique a beaucoup fait tourner l'effectif. C'était plus une rencontre de rodage, question de redonner vraiment du temps de jeu aux joueurs suisses qui en ont moins eu en club et peut-être au niveau de l'animation tactique, leur permettre de s'imprégner des différents dispositifs tactiques qui ont été travaillés pendant ces quelques matchs de stage. À côté de ça, on a quand même vu une équipe de Suisse qui a été pratiquement exténuée par la chaleur, notamment en deuxième période. Ce qui a été avantage pour les joueurs ghanéens, même s'il y a un gros contingent de joueurs qui sont professionnels, il n'en demeure pas moins que la chaleur fait quand même partie des habitudes africaines. Donc ce sont ces différents paramètres-là. Ce n'est pas pour enlever au Ghana la qualité dont il a fait montre, dont il a fait montre dans cette rencontre, mais c'est seulement pour appeler les gens à ne pas se focaliser sur ce résultat négatif de la Suisse avant d'entamer le mondial, parce que ce ne sera pas forcément ça la réalité de la Coupe du Monde. C'est une équipe suisse qui reste sur quand même une belle performance lors de sa dernière participation à une grande compétition de foot, c'était à l'Euro, où ils ont éliminé la France qui faisait pourtant partie des grands favoris. C'est une équipe de la Suisse qui est habituée à la Coupe du Monde, qui est mieux classée que le Cameroun au niveau du classement FIFA et qui a l'avantage d'avoir beaucoup de ces joueurs qui évoluent sur le plan local et qui se côtoient régulièrement. Donc, c'est une équipe qui va arriver face au Cameroun avec l'avantage d'avoir déjà une certaine maîtrise sur le plan collectif, ce que le Cameroun n'a pas forcément. On entrera peut-être en profondeur tout à l'heure sur l'équipe du Cameroun. Mais c'est une équipe de la Suisse homogène, cohérente dans son jeu, pas peut-être flamboyante comme peuvent l'être certaines équipes comme l'Argentine, le Brésil ou l'Angleterre qu'on a vu évoluer tout à l'heure face à l'Iran, mais c'est une équipe sûre de ses forces, tactiquement à l'aise. J'insiste sur la dimension tactique parce que ça a généralement été ça le fort de cette équipe suisse. Et contrairement à beaucoup d'équipes européennes, c'est une équipe qui est capable de mettre de l'impact physique dans son jeu. C'est dit, quand on convoque les différents facteurs de performance en football, c'est une équipe qui se retrouve au-delà de la moyenne. Frampec, c'est une équipe aujourd'hui qui séduit malgré son contre-pied ou du moins son faux pas en amical face au Ghana. C'est une équipe surtout qui est capable de surprendre. On l'a vu à l'Euro, une équipe qui sort la France et se qualifie au passage. Est-ce que le fait aujourd'hui que ce soit une équipe difficile à cerner ne peut pas être un désavantage pour les Lions indomptables du Cameroun? Si. Il faut dire que c'est une équipe qui a un profil de jeu assez atypique. Yvan l'a dit, pour une équipe européenne, elle joue un peu à l'africaine. Elle sait faire le dos rond lorsqu'il le faut et c'est surtout une équipe qui sait faire preuve d'humilité. Moi, je me souviens de la Coupe du Monde 2010 où elle avait ouvert la compétition face à l'Espagne et à l'époque, elle était entraînée par Ottmar Hitzfeld. Elle s'était imposée sur le score d'1-0 face à l'Espagne qui était tenante du titre de l'Euro. Et vous savez, l'Espagne à la suite a remporté cette Coupe du Monde et c'était l'unique défaite de l'Espagne dans la compétition. La Suisse est une équipe qui commence bien les compétitions, qui sait faire le dos rond. Face au Ghana, elle recherchait quelque chose parce que le public ou alors les supporters sont parfois émotifs, ils vont un peu vite en besogne. En réalité, un match amical n'est pas fait pour être remporté. On recherche quelque chose. Elle a pris une équipe, c'est l'un des reproches que d'ailleurs nous les analystes on faisait aux Lions indomptables qui n'ont pas pris des adversaires qui avaient le profil des équipes qu'ils vont rencontrer durant le premier tour. C'est ce qu'a fait la Suisse. C'est ce qu'a fait la Suisse. Lorsque vous prenez les Black Stars, a priori, c'est une équipe africaine. Un profil similaire aux Lions indomptables, jeu robuste, athlétique, sur les longs ballons, quasiment comme le Cameroun. Ils ont étudié le jeu. L'idéal n'était pas de remporter le match. Il y a des moments dans le jeu où on laissait le ballon à l'adversaire pour voir en position défensive ou en position d'attaque
comment se comportent les équipes africaines en position peut-être de contre, comment elles réagissent. C'était ça le choix. La Suisse ne venait pas remporter. Ce match était joué en Coupe du Monde. Je ne suis pas sûr que l'issue devait être la même. Peut-être Yvan a dit que c'était l'équipe B. Non, ils ont même mis les titulaires parce que le 11 entrant, il y avait le sommaire au goal, Akanji, Chaka, je crois Shakiri et Mbolo, c'était eux qui étaient en attaque. C'était quasiment le 11 entrant type. Mais ils n'avaient pas comme mission d'aller remporter le match. On leur a donné certaines consignes de jeu. L'idéal était d'étudier l'adversaire. Je dis c'est une équipe très difficile. Pour moi, je vais peut-être assez dur. Je crois même que c'est l'adversaire le plus difficile de notre groupe. Pas en termes de qualité, mais parce que c'est l'équipe la plus vicieuse. En face, peut-être on parlera tout à l'heure. La Serbie, on connaît ses attaquants, Mitrovic, Vlahovic. Le Brésil, on ne les présente plus. Mais je dis, parlant de la Suisse, ce sont des joueurs a priori moyens. Vous avez vu la France qui n'a pas respecté cette équipe durant le dernier Euro, après avoir mené sur le score de 3-1. La France n'a pas respecté son adversaire, on sait tout ce qui s'est passé. La Suisse est revenue au score et s'est imposée au tir au but. Je dis c'est une équipe difficile à jouer, qui sait faire le dos rond. Il faudra vraiment que le Cameroun soit assez modeste. Parce que l'un des problèmes parfois des Lions, c'est de ne pas savoir respecter l'adversaire. Il faut le respecter même si on est ambitieux, mais savoir qu'en face, on a quand même le 15e au dernier ranking FIFA. Yvan Kamoa, dans cette équipe quand même, nous avons contingent quand même de Camerounais. On a entre autres Mbolo qui est d'origine camerounaise. Dans quel genre d'état d'esprit il peut bien se trouver, lui qui est d'origine camerounaise et qui va devoir jouer face à son pays d'origine? Mon pays d'origine, c'est parce qu'il tient ça de ses parents. Mais en réalité, il est né du côté de la Suisse, il a grandi du côté de la Suisse. Donc, il est suisse dans sa peau. Il n'est camerounais que de par les origines de ses parents. Et donc lui n'est pas forcément d'origine camerounaise parce qu'il n'est pas né ici, il n'a jamais vécu au Cameroun. Et donc mais il vient au Cameroun de temps en temps. Oui, parce que il a relevé à plusieurs reprises. Voilà, ses parents sont camerounais, donc d'une certaine façon. Ce sera quand même un match particulier pour lui. Oui, vu sur ce prisme-là, ce sera un match particulier, mais je ne pense pas que ça va le perturber plus que ça. Hein. C'est un professionnel. Il est dans cette équipe suisse. Il est installé dans cette équipe suisse depuis pratiquement 3 ans. C'est d'ailleurs un des attaquants phares de cette équipe de la Suisse. Même si en face, il aura la nation de ses parents d'origine. Je pense que quand on est professionnel, on doit pouvoir justement en termes de force psychologique, pouvoir supplanter ce type d'éléments environnants et ne se concentrer que sur l'essentiel et mettre la plénitude de son potentiel au service de son équipe. Est-ce que ça peut être le facteur X? Est-ce qu'il pourrait être aujourd'hui le facteur X de cette équipe, notamment sur ce plan offensif, où on a quand même d'autres joueurs comme Shakiri qui prête également main forte de temps en temps? Est-ce que Mbolo aujourd'hui pourrait être l'élément clé sur lequel la sélection suisse pourra se reposer dans ce groupe, notamment dans cette compétition en général? D'emblée, pas pour être titulaire de cette attaque suisse. C'est vrai, il y a Shakiri avec qui il est parfois associé dans une pointe à 2 et Shakiri dans une sorte de demi 9 ou alors de numéro 10. Mais Bril Mbolo est un attaquant pratiquement purement axial avec des qualités basées sur la vitesse, avec une relative qualité technique. Est-ce que c'est sur lui que le jeu de la Suisse reposera? Peut-être pas, parce que le leader de cette attaque suisse reste quand même Shaidan Shakiri, qui est installé dans cette équipe depuis pratiquement une dizaine d'années. Mais ce qui est sûr, c'est que les qualités dont fait montre Bril Mbolo depuis 2-3 ans qu'il est dans cette équipe sont des éléments sur lesquels la Suisse saura bien compter pour pouvoir faire pencher la balance en sa faveur. Voilà donc pour ce qui est de cette équipe suisse. Le premier adversaire des Lions indomptables du Cameroun, ça sera le jeudi 24 novembre prochain, coup d'envoi, 10h, heure GMT d'ailleurs, 11h, ça sera d'ailleurs l'heure de Douala, heure de Yaoundé. Parlons messieurs cette fois de la Serbie. La Serbie qui contrairement à la Suisse a plutôt étrillé le Bahreïn, 5-1, d'ailleurs dans l'un des rares matchs amicaux que cette formation a eu à disputer juste avant le mondial. Quelle est aujourd'hui la valeur intrinsèque de cette équipe de Serbie selon vous? C'est une véritable foudre de guerre, permettez-moi de le dire. C'est une équipe peut-être qu'on ne vend pas trop cher. Vous savez, les équipes du Balkan, des Balkans, en termes de communication, comme le championnat ne sont pas très médiatisés, on n'en parle pas trop. Mais je vous dis, c'est une équipe qui a de très bons footballeurs. Déjà, ils évoluent dans les plus grands clubs européens, que ce soit Vlahovic, Mitrovic, Ilic, ils sont nombreux. Et d'ailleurs, Tadic,
Tous ces joueurs évoluent dans les plus grands clubs et j'ai cité son nom au hasard, mais c'est quasiment eux qui ont inscrit les 5 buts face au Bahreïn très récemment. Ils sont très en forme actuellement, ils ont le vent en poupe et c'est une équipe qui se porte bien sur l'échiquier du football en Europe. Vous savez, c'est quand même elle qui a failli éliminer le Portugal. Je vais parler avec le Portugal au barrage. Qui a envoyé le Portugal au barrage. C'est vrai, peut-être qu'on pourra refaire la polémique sur ce but qui avait été refusé à Cristiano Ronaldo. Mais le plus important, c'est que dans le même groupe que le Portugal, la Serbie a terminé en tête et elle est passée, s'est qualifiée directement pour la Coupe du Monde. Ça veut dire que c'est une équipe qui fait partie des meilleures. Elle occupe peut-être le 21e rang au classement FIFA, mais je veux dire, en termes de valeur intrinsèque, elle pourrait être même devant la Suisse. C'est une équipe avec de véritables valeurs, comme je vous le disais, les pays des Balkans, des équipes très concentrées. En fait, les sportifs de cette zone sont très concentrés. Ils ont un moral au beau fixe. Ça veut dire, de la première à la dernière minute, ils sont concentrés. Ils respectent. Sur le plan tactique, ils sont très, très pointueux. Très peu de déchets. Je crois que notre unique match, notre unique confrontation, on l'avait joué, c'était à l'époque avec les Samuel Eto'o. Je crois que ça avait été une victoire de la Serbie, si ma mémoire est bonne, 4-3. Je crois que l'unique carton rouge de Samuel Eto'o sous le maillot du Cameroun, c'était lors de cette rencontre. C'est une équipe qui a déjà affronté le Cameroun, qui a déjà battu le Cameroun en match officiel. C'est vrai que l'histoire n'est plus la même, mais c'est une équipe quand même, en termes de... Puisqu'on ne va pas être assez pessimiste, il faut dire que c'est une équipe qui présente quand même quelques lacunes sur le plan défensif. Elle inscrit beaucoup de buts. Vous avez vu le gros des joueurs que je vous ai présentés. C'est une constellation de stars. Uniquement sur le volet offensif. Mais derrière... Mitrovic, Vlahovic, Kostic et bien d'autres. Les Tadic et consorts. Mais derrière, il y a parfois un boulevard. Ça veut dire si le Cameroun respecte son adversaire, comme on parlait tout à l'heure, de la Suisse, ces procédés, par contre, l'état de forme d'Éric Maxime Choupo-Moting actuel peut nous permettre de nous trouver quelques issues. C'est une équipe parfois qui a quelques errements défensifs. Donc le Cameroun, s'il réussit à contenir cette armada, peut inscrire des buts, pourquoi pas, en comptant sur quelques lacunes défensives de la part de la Serbie. Merci à vous, Frampek. Yvan Kamoua, quels sont, selon vous, les atouts de cette équipe serbe aujourd'hui? Je le sais, quand on parle aujourd'hui de la Coupe du Monde du Cameroun, nombreux sont ceux qui se projettent très rapidement et qui se jettent très rapidement en parlant du 3e match face au Brésil. Mais on oublie qu'il y aura la Suisse, mais surtout la Serbie. Ça sera le 28 novembre prochain. Quels sont, selon vous, les atouts de cette équipe aujourd'hui? Alors, c'est une équipe serbe qui est très solide sur le plan collectif. Ils étaient dans la même poule, Franck le disait tout à l'heure, que le Portugal dans la zone de qualification Europe. Ils ont terminé invaincus et premiers de leur poule. Dragan Stošković, l'entraîneur de cette équipe, qui est là depuis environ 1 an et demi, moins de 2 ans d'ailleurs, il a imprimé à cette équipe une réelle solidité depuis qu'il est arrivé, avec ce schéma tactique à 3 défenseurs. Et la particularité de cette équipe serbe, c'est que dans le même match, en fonction des phases de jeu, elle a un système de jeu qui est hybride, notamment sur les phases offensives, avec un maillot essentiel qui est Kostic, qui est capable, sur les phases offensives, de se transformer en piston dans un 3-4-3 et de prendre le côté, ce qui fait que le joueur excentré de son côté repique dans l'axe. Et sur les phases défensives, ça devient un 3-5-2 et Kostic revient dans l'axe pour solidifier un petit peu ça, c'est une polyvalence aujourd'hui. Et cette polyvalence-là, c'est une polyvalence dont globalement l'équipe est capable de faire montre dans une rencontre à travers cet hybridisme sur le plan tactique. Et quand vous voyez une équipe qui joue comme ça, c'est dit que c'est une équipe qui a atteint une certaine maturité sur le plan tactique. Et cette maturité se traduit au niveau de la moyenne d'âge de cette équipe qui tourne autour de 27-28 ans. Le gros des joueurs qui sont dans cette équipe sont en sélection depuis pratiquement 8 à 9 ans. C'est donc un groupe qui se connaît, qui est là ensemble depuis un certain nombre de temps et qui arrive à maturité, j'ai envie de dire, sur cette Coupe du Monde. Donc c'est une équipe dont il va falloir faire très attention parce qu'en plus, sur le plan physique, contrairement aux équipes européennes, c'est une équipe qui met énormément d'impact sur le plan physique, même en termes de gabarit. Regardez ne serait-ce sur leur ligne d'attaque. La moyenne de taille de leurs attaquants tourne autour de 1,85 m. Quand on parle de Mitrovic, Tadic, Vlahovic, etc. Et donc,
pour tenir pour une défense face à ce type d'attaquant-là, ça va être extrêmement compliqué. Et ce n'est pas pour leur dénuer la qualité technique, parce que quand on parle quand même de Tadic, capitaine de l'Ajax, capitaine de la sélection, c'est un joueur qui est très à l'aise techniquement. On parle de Milenkovic-Savic au niveau du milieu de terrain, compère de Zambo Anguissa du côté de Naples en Italie. C'est un joueur qui a une certaine qualité technique. C'est une équipe dont on ne parle pas beaucoup, qui n'a pas forcément des noms ronflants sur le plan individuel, mais ce sont des joueurs qui ont énormément de qualité et qui sont capables de mettre ces qualités individuelles au service du collectif pour en faire un tout cohérent. C'est pourquoi je pense que ça va être un adversaire redoutable pour le Cameroun. Franck Peck, est-ce que la méforme actuelle ou alors l'état physique, bien sûr, de Mitrovic ne pourrait pas être un handicap pour cette équipe, lui qui revient de blessure? Il a récemment encore repris les entraînements avec cette équipe serbe. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'elle soit, ou du moins qu'elle pourrait être privée de Mitrovic, ne pourrait pas un tout petit peu également la déstabiliser sur cette rencontre à venir? C'est vrai que l'idéal pour Dragan Stojkovic serait d'avoir tous ces joueurs au meilleur de leur forme. Mais pour cette rencontre contre le Cameroun, je ne pense pas vraiment que l'absence de Mitrovic sera assez prépondérante. Vous avez quand même plusieurs pièces de récent, on les a citées, on a parlé de Vlahovic, on a parlé de Tadic. Bref, c'est une équipe qui a actuellement les problèmes de riches, comme on le dit souvent sur certains clubs. Ils ont plutôt l'embarras du choix. Même ce Mitrovic ne part pas forcément avec les faveurs de jouer tous les jours titulaires, même s'il était au meilleur de sa forme. Vous savez, Vlahovic marche sur l'eau depuis quelques temps avec la Juventus de Turin, avant même d'y arriver. Bref, il est très en forme. Mitrovic en forme, c'est un plus, c'est un atout supplémentaire, mais qu'il ne soit pas là, ce n'est pas un véritable handicap pour la Serbie face au Cameroun. De toutes les façons, c'est une équipe qu'on suivra également de près dans ce groupe. Le deuxième adversaire des Lions indomptables du Cameroun. Messieurs, parlons de la rencontre qui sera la plus suivie selon bien sûr une récente enquête menée. La rencontre qui sera le plus suivie sur cette première partie d'ailleurs, en parlant de ces phases de groupe, ça sera un certain Cameroun-Brésil. Les Brésiliens aujourd'hui, contrairement aux deux précédents adversaires, font office de favori, si ce n'est d'ailleurs l'un des principaux, on va le dire comme ça, prétendants, ou du moins l'un des principaux prétendants au titre. Alors, votre regard aujourd'hui sur cette équipe de la Seleção, dont le dernier sacre en Coupe du Monde, Ivan Kamoa, remonte quand même à 20 ans, c'est-à-dire en 2002. Oui, mais le Brésil a ceci de particulier, c'est pratiquement la seule nation qui est dans cette posture-là dans le monde. C'est que quelles que soient les éditions de la Coupe du Monde qui se répètent, ils ont une capacité de régénérescence parce que sur le plan local, ils ont une faculté impressionnante à reproduire les talents d'un certain niveau. Ce Brésil qui arrive là en Coupe du Monde, ce que je disais pour la Serbie est pratiquement aussi vrai pour le Brésil parce que partant des buts jusqu'en attaque, vous avez une génération de joueurs qui est en sélection depuis un certain nombre de temps. La génération de 2014 qui avait subi l'hécatombe, l'épopée hécatombaire face à l'Allemagne, il y a encore quand même un certain nombre de joueurs qui sont rescapés de cette édition-là. Casemiro, Neymar, Marquinhos, Thiago Silva. Et je pense que cette génération-là, après 2018, où leur prestation n'a pas été très aboutie, aura à cœur de réparer l'histoire parce que ce sera pratiquement la dernière Coupe du Monde possiblement pour un bon nombre de joueurs de cette équipe. Sur les forces en présence, le Brésil a énormément de qualité. C'est probablement la seule équipe, avec peut-être l'Angleterre, dont à tous les postes, ils peuvent reproduire deux équipes qui ont pratiquement le même niveau. C'est une équipe expérimentée avec énormément de qualité sur toutes les lignes, en défense, au milieu et en attaque. Le Brésil fera certainement office d'épouvantail dans cette poule. Après, il ne faudra pas tomber dans le piège de l'excès de confiance ou de la suffisance, parce qu'après, lorsqu'on est sorti des pronostics sur le papier, il faut pouvoir transposer ça sur le terrain. Mais si le Brésil joue tous ses matchs de façon sérieuse, il n'y a pas de doute pour moi qu'il pourrait s'imposer. La différence avec cette génération, comparément à la génération par exemple de 2002, qui avait remporté le 5e titre mondial du Brésil, c'est que le Brésil avait toujours l'air d'une équipe déséquilibrée. Grosse force offensive, mais qui sur l'aspect défensif était parfois poreuse. Mais sur cette génération-ci, on a l'impression d'une équipe du Brésil qui est équilibrée dans tous les compartiments. Et je pense que ce sera ça la véritable force de cette équipe du Brésil durant cette Coupe du Monde. Équilibrée bien sûr dans tous les compartiments de jeu, mais surtout première nation au classement FIFA. Le Brésil qui participe d'ailleurs à sa 22e Coupe du Monde, la seule jusqu'ici à avoir participé à toutes les éditions de Coupe du Monde. Ça, c'est quand même un avantage considérable, Franck Peck.
Et Yvan le disait, c'est quand même la seule équipe au monde qui a toujours arboré le statut de favori à toutes les éditions de Coupe du Monde, que ce soit en Copa América, en Coupe du Monde. C'est quand même, on ne va pas se le cacher, c'est pas par hasard qu'ils sont meilleure nation FIFA. Si on nous demandait de citer quelles sont les forces du Brésil, je crois qu'on ne pourrait pas parce qu'ils n'ont que des forces, ils n'ont que des atouts. Et sur toutes les lignes, des buts en passant par la défense. On ne peut pas citer les noms. Tout à l'heure, on parlait de Vlahovic pour parler de la Serbie. Si on se bat à citer des noms au Brésil, on va pratiquement citer les 26 qui ont été retenus. C'est une constellation de stars. Une équipe très équilibrée et surtout une équipe qui a faim. Vous savez, un joueur comme Neymar a déjà subi beaucoup de choses sur le plan personnel. Oui. On lui dit parfois qu'il remporte tout en Europe, mais sur le plan national, local, il n'a pas de titre majeur. Et vous savez, ils sont quasiment en fin de cycle. C'est vrai qu'il y a une régénérescence, mais lorsque vous voyez des joueurs comme Thiago Silva, ils sont sensiblement en train de jouer leur dernière compétition. Oui. Et ces joueurs-là veulent quand même terminer sur une note positive. Et pourquoi pas ce mondial? Le Brésil fait partie des équipes les plus en forme avant la compétition, peut-être avec l'Argentine et peut-être une autre équipe. Ce sont les équipes vraiment les véritables favoris de cette édition. Yvan l'a dit, ce qui peut seulement aider le Cameroun, comme toutes les grosses nations, le premier adversaire du Brésil, c'est ce propre Brésil. L'excès de suffisance, peut-être certains égos. C'est ce qui a fait défaut lors des précédentes éditions parce qu'à chaque fois, le Brésil arrive avec cette casquette d'ultra favori. Mais en 2018, hein, on se souvient de ce match face à la Belgique. En 2014, à domicile, on se souvient de cette débâcle en demi-finale face à l'Allemagne. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que cette nation-là transpire une sorte de confiance peut être effectivement un handicap pour elle? Non, moi je ne crois pas. Je crois que le Brésil a quand même, Yvan l'a évoqué, c'est une équipe qui a pris de l'expérience. Vous savez que ce soit en 2014, c'était encore une équipe très jeune, des joueurs talentueux, mais avec une petite expérience. Actuellement, c'est une équipe qui a déjà joué ensemble pratiquement 10 ans. Il y a des joueurs, que ce soit Thiago Silva, en passant par Alisson Becker, les Neymar, ils sont dans cette équipe depuis un bon moment. À cela viennent se greffer des garçons comme les Jesus Navas et tout ce qui va avec. C'est une équipe qui a un bloc soudé. Et des joueurs quand même qui viennent de tous les horizons. Ça veut dire le Brésil, dire comment le Brésil va jouer, je crois que c'est l'équipe qui a un profil de jeu assez atypique. Oui. Il n'y a pas de style brésilien et ça va même de l'ADN du Brésil. Les plus anciens vous diront que depuis 1958, le Brésil avait commencé à remporter la Coupe du Monde. La force du Brésil, ça a toujours été ses individualités. Ce jeu avec ses joueurs, tous capables de faire la différence dans le 1 contre 1. Parce que le Brésil, peu importe le schéma tactique que tu mettras face au Brésil, oui, tu trouveras un garçon comme Neymar qui sera capable de t'effacer 4 joueurs ou alors un Paqueta qui sera capable de te faire une passe aveugle venir sortir d'une autre planète. Pour vous dire, le Brésil a des joueurs extrêmement techniques actuellement qui sont très en forme et surtout qui ont faim, qui ont envie de faire une belle compétition. Mais le Brésil quand même, ce qu'on constate, c'est une équipe qui craint le Cameroun et qui respecte le Cameroun. Vous savez, peut-être pas en Coupe du Monde, mais le Cameroun a déjà battu le Brésil, ça peut compter. Vous savez, lorsque le Brésil affronte quand même une équipe face à laquelle elle a déjà perdu, oui, que ce soit en Coupe des Confédérations, parce qu'il faut parler des compétitions majeures. Les Jeux Olympiques, on peut encore parler de compétitions mineures, mais si le Brésil a déjà perdu face au Cameroun en compétition majeure comme la Coupe de la Confédération, d'aucuns diront que ça fait longtemps, mais ça trône quand même dans la tête du Brésil que le Cameroun est capable de les renverser. Yvan, comment vous avez l'impression que ce Brésil de Neymar, ce Brésil de Marquinhos, de Thiago Silva, d'Alisson Becker ou encore de Lucas Paqueta craint aujourd'hui le Cameroun? Non, quand on s'appelle le Brésil, on ne peut pas craindre une équipe. On ne se lève pas un matin pour remporter 5 titres mondiaux. Quand on évalue les forces en présence dans cette équipe brésilienne, ils n'ont pas de quoi craindre un adversaire. Mais bien sûr, dans le foot, il faut savoir respecter ses adversaires. Et respecter ses adversaires, justement, c'est faire des matchs sérieux, des matchs appliqués dans le contenu. Et je pense que c'est ce à quoi s'attellera ce Brésil. Parce que Tite, qui est l'entraîneur de cette équipe brésilienne, il ne faut pas oublier qu'il a fait un certain nombre de choix qui ont quand même fait jaser du côté de Brésil. Oui. Avoir laissé par exemple Roberto Firmino sur la touche, être allé en Coupe du Monde sans lui, et le petit Hendrick qui est annoncé du côté de Brésil comme l'avenir, oui, le véritable talent sur lequel le dernier joueur brésilien qui a été autant sur le feu des projecteurs à cet âge-là, c'était Neymar. Oui. Et l'avoir laissé a fait beaucoup parler. On avait vu Ronaldo Nazario qui s'est prononcé dessus, oui, en estimant qu'il aurait mérité aller dans cette Coupe du Monde. C'est pratiquement le même contexte dans lequel Luis Felipe Scolari
Henry était allé à la Coupe du Monde en 2002. Oui. Il avait laissé sur la touche Romario, qui était quand même le capitaine emblématique de cette équipe du Brésil, qui devait potentiellement jouer sa dernière Coupe du Monde. Il avait fait un certain nombre de choix, amener Ronaldo qui sortait de blessure depuis un certain nombre d'années, et finalement ça lui a donné raison. Donc je pense que Tite également joue beaucoup pour sa notoriété, pour sa crédibilité au Brésil, et il aura à cœur de réussir sa Coupe du Monde, ce qui à mon avis va l'amener sur le plan psychologique à mettre ces garçons dans les conditions idoines qui vont les amener justement à respecter l'adversaire et à faire tous des matchs de façon appliquée. Raison pour laquelle je pense qu'il faudra compter avec ce Brésil durant cette Coupe du Monde. Messieurs,